La présence des ministres au FIC traduit l'intérêt croissant de l'État pour le débat sur la cybersécurité. Monsieur Darmanin devait être parmi nous. Malheureusement, vous savez, il y a un G7 en ce moment à Londres qui le retient et il le regrette, mais il a souhaité s'exprimer devant vous par vidéo interposée. Ce sera une des parties immatérielles, mais je pense que son discours ira droit au cœur de tous ceux qui sont réconfortés lorsque l'État prend conscience des enjeux de la cybersécurité. Je suis très heureux d'intervenir de façon virtuelle au FIC et vous remercie de votre invitation, ainsi évidemment que votre travail ancien, répété et important pour lutter contre la cybercriminalité, pour apporter à l'État et au ministère de l'Intérieur des moyens nouveaux et puis surtout des nouvelles technologies et des solutions nouvelles pour atteindre les buts que nous nous fixons. Je regrette de ne pas être là physiquement, étant retenu notamment au G7 à Londres, qui va justement parler entre ministres de l'Intérieur de la lutte contre la cybercriminalité. Le Président de la République a souhaité que le ministère de l'Intérieur particulièrement soit le ministère de référence pour lutter contre cette criminalité qui a migré vers le cyberespace, qui migre vers le cyberespace et qui, aujourd'hui, mérite toute notre attention. Nous avons déjà de beaux résultats avec la gendarmerie nationale, avec la police nationale, dans un cadre de coopération évidemment européen et international. Je pense à Recrochat, qui a permis notamment pour la gendarmerie, avec ses partenaires mondiaux, l'arrestation de plus de 6500 personnes. Et puis ce crime organisé a vu des centaines de tonnes de cocaïne, de cannabis être saisies et d'intervenir de manière absolument considérable contre cette criminalité qui avait migré vers l'espace cyber. Je pense aussi à Sky ECC. La police nationale a pu, elle aussi, intervenir avec des centaines d'arrestations et des résultats tout à fait probants, notamment dans la lutte contre la drogue ou de criminalité organisée. Je veux dire que nous réfléchissons, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, mais aussi des futures annonces du Président de la République, à placer le ministère de l'Intérieur, encore une fois, de manière beaucoup plus opérationnelle. Nous le faisons évidemment avec le travail déjà fait par le ComCyber, je pense à la gendarmerie nationale, et le travail que font chacun des services du ministère de l'Intérieur, et j'y mets bien sûr la DGSI au sein de la police nationale. Bons travaux à vous. Félicitations à tous ceux qui ont ces solutions les plus innovantes. Je voudrais aussi remercier tous les investisseurs, tous les chefs d'entreprise qui mettent de l'énergie, de l'argent, parfois beaucoup de temps pour créer ces nouvelles structures économiques qui, bien sûr, permettront de gagner des marchés demain, mais permettront à la France d'avoir des solutions souveraines avec lesquelles elle pourra travailler. D'appeler Jean-Noël de Galzin, président d'Exatrust, qui a beaucoup d'ambition pour le FIC, beaucoup d'ambition pour l'industrie française et européenne. Et je pense que entendre sa voix, c'est toujours réconfortant et engageant pour l'avenir. Alors, il a dit qu'on allait construire des géants en 5 ans. Jean-Noël de Galzin, avec le FIC, c'est un accélérateur. On va essayer de le faire en 2 ans. À vous la parole. Et merci de nous recevoir. Quel plaisir, après ces longs mois, de se retrouver. Tous mes camarades d'Exatrust et moi-même, nous sommes très heureux d'être ici et de vous retrouver au FIC. Je souhaite remercier évidemment Guillaume Tissier, le général et toute leur équipe pour la résilience de l'organisation de cette 13e édition qui s'annonce, comme ça vient d'être dit par le président de la région, c'est la cybersécurité et le risque numérique pour tous, et qui s'adresse à un sujet qui s'adresse maintenant à tout le monde. Et nous sommes à nouveau partenaires, Exatrust. Nous avons renouvelé ce partenariat pour les années qui viennent, avec une ambition particulière, et là encore, je rejoins ce qui vient d'être dit, de faire de cet événement l'événement européen de la cybersécurité dans le monde entier. Alors Nietzsche a écrit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Après avoir vécu plusieurs semaines, plusieurs mois, avec comme seule interface au monde celle de nos écrans, on a découvert une nouvelle appréhension du numérique, sa réalité et ses enjeux.
Dans l'immédiat, un fléau galopant, celui des cyberattaques, ransomware, malware, c'est un fléau galopant sur lequel nous devons nous mobiliser et juguler les risques et les menaces. La question qui se pose, c'est est-ce que nous avons les outils pour ce faire, pour gérer ces risques? Et est-ce que nous avons les moyens de collecter, d'exploiter les données nécessaires dans le respect de nos droits? Qu'aurions-nous fait pendant cette pandémie, pendant ce confinement, si nos ressources numériques avaient été restreintes? Si à cette crise s'était ajoutée la pandémie numérique. Enfin, comment pouvons-nous créer un nouveau standard dans le numérique pour regagner une autonomie stratégique? C'est à tous ces défis qu'il va falloir faire face, immédiatement, à moyen terme, à plus long terme. À court terme, c'est l'urgence. Guillaume Poupard rappelait que l'année 2020 a vu le nombre de cyberattaques multiplié par 4. Selon certaines études, ça représente aujourd'hui 1%. L'impact des cyberattaques représente 1% du PIB mondial. C'est un fléau qui est en pleine croissance. Nous n'avons pas gagné la guerre. Et ça doit tous nous mobiliser immédiatement, qui que nous soyons. Ensuite, à moyen terme, il va être essentiel de solidifier notre écosystème et toute notre industrie numérique dans son ensemble autour de la question de la confiance, de la fiabilité. À plus long terme, il va falloir sans doute réinventer le numérique. Voulons-nous exclusivement utiliser le numérique des GAFAM? Y a-t-il une autre voie? En janvier 2020, lors de l'édition du FIC, nous avions signé en présence des ministres un contrat de filière industrie de sécurité dans lequel se trouve aujourd'hui le projet cybersécurité. En quelques mois et 3 confinements successifs, nous avons œuvré, et je vous en remercie, je remercie tous ceux qui se sont mobilisés autour de nous, pour que de nombreux dispositifs cyber voient le jour. D'abord, nous nous sommes mobilisés à l'initiative d'Exatrust, à l'initiative de beaucoup d'autres industriels, et ça a été relayé par le ministère de l'Économie, par le secrétariat d'État au numérique et bien d'autres organismes professionnels par la suite. Nous nous sommes mobilisés pour aider tout le monde à maintenir le signal pendant la pandémie, pendant le confinement. Ensuite, aux côtés de la Direction générale des entreprises, nous avons œuvré à la rédaction d'une stratégie nationale de cybersécurité que nous avons rédigée pendant le confinement, qui a été adoptée et promulguée au plus haut niveau par le Président de la République le 18 février dernier. Ce fut une grande fierté pour nous tous et un honneur pour tout l'écosystème d'entendre ce sujet pris en compte au plus haut niveau. L'ambition qui était la nôtre de vouloir faire de la France un acteur de rang mondial dans la cybersécurité. Cette stratégie nationale, elle repose sur plusieurs piliers que nous avons identifiés et qui sont très clairs. D'abord, c'est le développement d'une offre souveraine de cybersécurité via le soutien à la R&D. Ensuite, c'est le soutien à la demande. Nous avons placé la sécurisation des infrastructures publiques et privées, notamment dans la santé, au moyen de solutions souveraines comme une priorité. Dans la cyber, mais ensuite dans le cloud, l'hébergement des données et bien sûr dans les deep tech. La structuration de l'écosystème arrive ensuite comme une priorité, notamment à travers la création d'un lieu totem qui doit nous fédérer, le campus cyber. Évidemment, ça a été dit, le développement de l'offre de formation, des compétences est un sujet primordial. Enfin, le soutien en fonds propres pour faire émerger davantage d'industriels de haut vol. En ce qui concerne le développement de l'offre, nous avons œuvré aux côtés de William Leca, le coordinateur national de la stratégie de cybersécurité, pour faire exister un grand défi cyber et faire financer les innovations ainsi que les technologies clés dont nous avons besoin et qui nous manquent. C'est ce qu'on appelle les trous dans la raquette.
C'est un des premiers actes importants à travers des appels à projets qui va nous permettre d'être plus forts face aux cyberattaquants. Pour soutenir la demande, nous avons œuvré pour positionner le secteur santé, les collectivités, en haut des préoccupations de notre aide en matière de cybersécurité. Et nous œuvrons aux côtés de l'ANSSI pour faire en sorte qu'ils puissent trouver les solutions et faire face à la pandémie et aux risques cyber aujourd'hui. C'est un défi fédérateur dont nous avons besoin pour nous motiver, pour nous réunir et offrir le meilleur de nous-mêmes. C'est aussi essentiel pour soutenir un marché de la cybersécurité qui aidera, qui permettra à notre industrie de se développer. Pour la structuration de l'écosystème, nous œuvrons aux côtés du campus cyber, qui deviendra en 2022 un lieu totem pour tout l'écosystème, grâce notamment à l'existence d'un espace PME animé par Exatrust, aux côtés des grands groupes et de l'État déjà présents. Nous organisons également le 27 septembre une journée autonomie qui aura lieu à Bercy, qui réunira des offreurs de cybersécurité souverains à des acheteurs qui auront besoin ou qui ont besoin de solutions pour faire face aux menaces. Enfin, de nombreux acteurs ont œuvré au développement de formations et de compétences et nous nous félicitons de voir apparaître des formations Bac+2, Bac+3, des licences, des bachelors sur la thématique de la cybersécurité, car nous avons un défi qui est de créer 74 000 emplois à l'horizon 2024. Et parce que nous avons tous besoin, nous savons qu'il existe une pénurie dans nos entreprises de la cyber, mais aussi dans l'ensemble des entreprises qui font face aux risques cyber. En ce qui concerne les fonds propres, le Startup Studio ou la création d'un incubateur constituent des démarches intéressantes. C'est un premier pas. Cependant, les enjeux sont tout autres. Nous avons besoin, et ça a été dit, de la cyber pour tous, d'assurance cyber pour soutenir, pour aider nos PME les plus faibles en cas d'attaque, et de soutenir les entrepreneurs avec des outils de financement adaptés, notamment lorsque les entreprises, les scale-up, ce qu'on appelle les scale-up, deviennent plus importantes et font face aux défis de l'internationalisation. Ce sont peut-être là les grandes lignes d'un second plan de relance autour de la cyber. Mais pour l'heure, saluons cette première étape qui a été relayée au plus haut niveau de l'État et qui va faire de la France, qui va nous aider à faire de la France la terre de la cybersécurité. En tant que PDG de Wellix, président d'Exatrust et pilote du projet cyber pour la filière, et avec mon copilote Yves Lagoude, qui est directeur de la stratégie de Thales Communications et Systèmes, je suis très heureux de voir l'écosystème se développer, notre filière aussi active et l'impulsion donnée au plus haut niveau par le chef de l'État. La priorité, c'est maintenant d'y répondre en équipe de France, aux côtés des utilisateurs, de l'État et des entrepreneurs. Nous avons maintenant une tour à la Défense. Il nous faudra regarder cependant plus loin. Nous devons poursuivre le travail réglementaire et la normalisation déjà posée par le RGPD et la directive Nice. Appliquer strictement ces règles, l'exemple récent des données qui circulent entre WhatsApp et sa maison mère, un déni au RGPD, potentiel au RGPD, montre qu'il va falloir faire respecter ces règles. La tâche est considérable. Je plaide pour une Europe de la cybersécurité avec son propre marché. Un marché captif, des normes, des standards et une coordination renforcée avec les régulateurs, avec l'ENISA, nos agences nationales, une collaboration entre les États pour faire émerger des sociétés technologiques de cyber européennes d'ampleur mondiale qui s'appuient sur un marché européen. Va-t-on vers une véritable constitution numérique, après l'affaire Pegasus, comme ça a été dit, qui nous interpelle tous? La présidence française de l'Union européenne nous offrira-t-elle cette opportunité de pousser l'idée? Quid d'une certification unique en Europe et d'une reconnaissance
de nos certifications au niveau européen, certification de nos solutions. Nous devons aussi construire nos espaces numériques européens avant d'en perdre la maîtrise et d'être numérico-dépendants. Pour cela, il faudra construire une autonomie industrielle indispensable pour garder une maîtrise de nos actifs, sensibiliser les personnes dès le plus jeune âge, dès l'école, contrôler nos données et à plus long terme, cela aura un impact sur notre propre culture. Nous devons investir dans nos entreprises industrielles qui connaissent une forte croissance dans le secteur. Pour cela, l'objectif, ça sera de faire grandir nos start-up, bien sûr, renforcer nos scale-up et faire émerger des compétiteurs internationaux. La France est un pays qui conçoit des solutions de cybersécurité reconnues dans le monde entier. L'acquisition de la start-up Alcide par Tenable, après Screen, Centrio, bien d'autres. Le problème en France, ça n'est pas de créer des start-up, c'est de les garder, c'est de les développer. Nous avons besoin de fonds d'investissement très ambitieux, pouvoir mettre des tickets au-delà de 50 millions d'euros, avoir accès à des prêts qui nous permettent de bâtir nos entreprises et les transformer en industriels. Et ça, on a besoin de le faire aussi en Europe, depuis l'Europe. Dans Exatrust, qui regroupe un certain nombre de références dans les secteurs de niche, de la cybersécurité et du cloud, on note un dynamisme dans les levées de fonds. Egeri, Woodrive, Pradeo, GetWatcher, VadeSecure, bien d'autres ont déjà levé de l'argent, plus récemment, YesWeHack ou Arfanglab. Cependant, on est encore très loin, très loin, de la levée de fonds hallucinante de Transmit Security cet été, avec 543 millions de dollars levés en série A. En France, selon le radar BPI France et Wavestone, en 2021, 150 startups françaises ont levé 100 millions. Le résultat, c'est que c'est très bien, évidemment. Mais nous avons du boulot si nous voulons disrupter le marché et faire face à nos ambitions. Pour s'atteler à cette tâche, avec mes camarades Thierry Rouquet, Georges Lotigier, Édouard de Rémur, nous avons décidé de créer un fonds Cyber Impact avec l'aide de la société de gestion Auriga qui va soutenir l'émergence de futurs champions, un fonds d'amorçage qui va s'inscrire dans la continuité d'une chaîne de financement que nous avons besoin de monter en France, en Europe. Nous rejoignons, nous aidons, nous allons alimenter et travailler avec Brienne 3 qui s'attelle également à cette tâche. Ce sont les bottes de 7 lieux dont nous avons besoin pour faire grandir nos entreprises. Enfin, nous allons devoir structurer le marché pour faire grandir notre industrie, nos entreprises et bâtir ce fameux numérique de confiance. Pour cela, nous avons tous une responsabilité numérique. Utilisateurs, entrepreneurs, commandes publiques, privées, qui va transformer nos technologies, nos savoir-faire en industrie. Dans les 10 ans à venir, les investissements dans le domaine de la transformation numérique sont considérables. L'Institut IDC parle de 1 800 milliards de dollars dans le monde, 378 milliards en 2022 rien qu'en Europe. C'est beaucoup plus que le plan Marshall de 1947. Au vu de ces montants qui vont être injectés dans l'économie, une politique industrielle stricte et efficace est nécessaire pour accompagner la mise en œuvre du numérique de confiance, conforme à nos réglementations. Le choix de la préférence française et européenne dans nos achats devient une priorité, en particulier dans les technologies clés, dans les domaines de la cybersécurité, l'intelligence artificielle ou les infrastructures numériques. Peut-être les prémices d'un European Business Act. Ainsi, chaque euro investi dans la relance, chaque euro public notamment, dans les plans de relance, devra générer de la commande et aller en priorité ou au-delà de 50% dans l'utilisation des biens et services que nous produisons en France, en Europe. Ces achats sont décisifs pour alimenter la croissance future de nos entreprises en même temps que nous répondons à l'urgence.
et créer ce fameux cercle vertueux qui fera oublier, j'en suis sûr, le quoi qu'il en coûte. Nos amis américains ont encore montré l'exemple récemment puisque Joe Biden a rassemblé les patrons industriels du numérique à la Maison-Blanche afin de renforcer la collaboration publique-privée. C'est ce qui s'installe ici. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les candidats à la présidence, nous sommes tous là. Monsieur Xavier Bertrand, nous comptons sur vous pour porter ces enjeux au plus haut niveau, pour porter ces enjeux dans vos programmes et continuer à mettre en place les actions stratégiques prioritaires. Les sociétés d'Exatrust, nos partenaires, l'ensemble de l'écosystème, nous sommes ici réunis pour travailler tous ensemble à la création d'espaces numériques de confiance sûrs et résilients, pour porter un Internet industriel qui servira à développer notre industrie dans le monde et bâtir un numérique éthique et conforme à nos réglementations. Cet Internet industriel, il va passer par des actes et c'est celui qui permettra de faire de la France un phare en matière de cybersécurité. Alors rendez-vous le 27 septembre pour la journée autonomie à Bercy et d'ici là, je vous souhaite un excellent FIC 2021. C'est le dernier. Courage. Chers amis, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. C'est vraiment des retrouvailles. C'est sympathique comme tout. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se, comme l'ont fait mes prédécesseurs sur scène, c'est de se tourner vers l'avenir. Donc pour se tourner vers l'avenir, je ne vais pas vous parler de la menace, ça a été très bien fait avant moi. La menace, elle est là. On n'est plus en train de parler de science-fiction, il n'y a plus aucun doute là-dessus. La menace, on l'avait tous annoncée, on n'avait pas toujours été entendu. Et je dois bien faire un exercice d'humilité devant vous. Ça m'arrive rarement, mais je vais le faire quand même. Objectivement, c'est Revil, c'est Sandworm, c'est APT31, c'est Pegasus. Voilà, c'est eux que je souhaite remercier pour le travail de sensibilisation qu'ils ont fait encore récemment. Et donc maintenant, notre rôle... Merci pour eux. Notre rôle maintenant, c'est de se tourner vers l'avenir. C'est ce que nous demandent nos autorités. C'est ce que nous demandait encore le président de la République très récemment. Et voilà, j'ai compris la menace. Maintenant, apportez-nous des solutions. Et donc ces solutions, elles sont entre nos mains et c'est à nous de les construire. Avant de parler de ces solutions, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, c'est vraiment ça les enjeux sur lesquels je voudrais insister, peut-être revenir un tout petit peu quand même sur, non pas sur la crise qui n'est pas terminée, la crise sanitaire, s'entend, mais bien sur le fait que c'est pendant ces périodes de crise que, finalement, on peut tester nos déterminations. Savoir si, derrière les grands discours, les belles paroles, il y a une réalité ou pas, notamment en termes de sécurité, mais également en termes de souveraineté numérique. Quelque part, à l'échelle nationale, même si tout n'a pas été simple, je suis plutôt rassuré. Dans plein de domaines qui ne sont pas tout à fait de la sécurité numérique, qui peuvent être adhérents à la sécurité numérique, mais je vais les citer rapidement, ceux qui me viennent en tête. Dans le domaine de la sécurité de la 5G, par exemple. Vous savez que la France a été en pointe en Europe pour dire que la 5G, c'est quelque chose d'absolument critique, quelque chose qui doit se développer, évidemment, aucune question de faire de l'obscurantisme ou de renoncer aux technologies, de refuser les technologies, mais en même temps, pas n'importe comment. Et le fait qu'il y ait une loi en France qui permette à l'État de jouer un rôle dans le déploiement de la 5G en termes de sécurité nationale, le fait que le Conseil constitutionnel, il a quand même fallu que ça remonte au Conseil constitutionnel, mais ait confirmé le fait que cette démarche était légitime, est pour moi un vrai réconfort. Et le travail que l'on mène aujourd'hui avec les opérateurs, avec les équipementiers, pour que tout ça se passe au mieux, en termes de sécurité également, est extrêmement réconfortant. Ailleurs en Europe, on pourrait s'interroger. Le fait que la France ait résisté à donner tout ce qu'elle avait en termes de données sanitaires, données de santé, à des acteurs non européens pour faire le travail d'analyse à sa place, parce que c'est à ça qu'on a échappé, c'est à ça que d'autres n'ont pas échappé en Europe, c'est également extrêmement réconfortant. Ça fait partie de notre culture, on a pu tester que c'était vraiment intégré, le fait qu'on ne voulait pas être dépendant d'acteurs aussi doués soient-ils au niveau technique, au niveau marketing. Et donc le fait d'avoir résisté est extrêmement positif.
Le fait d'avoir fait une application tous anti-Covid, de contact tracing. Alors, je n'ai pas d'avis sur le contact tracing, je ne suis pas épidémiologiste. Il y en a des millions en France, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter un. Mais si on doit faire une telle application, et je pense qu'il fallait le faire, ne serait-ce que pour ne pas manquer une occasion de lutter contre l'épidémie, eh bien, il fallait le bien faire. Et en France, on l'a bien fait, malgré les critiques, une violence incroyable que j'ai pu voir dans certains médias. Et l'engagement d'acteurs comme l'INRIA ou d'acteurs industriels pour développer, en suivant toutes les recommandations de l'ANSSI, un système qui soit le plus sûr possible pour protéger les données de nos concitoyens, c'est quelque chose d'également très satisfaisant. Et Dieu sait que suivre tous les conseils de l'ANSSI ou les recommandations de l'ANSSI, c'est parfois pénible. Dernier point que je voulais mentionner concerne le cloud. Le cloud, c'est un sujet compliqué. Je ne vais pas le traiter ici en 2 minutes, ça n'aurait pas de sens. Mais le développement d'acteurs de confiance, véritablement de confiance, en France, et je vais les citer, même si ça ne se fait pas. Certains sont qualifiés par l'ANSSI, d'autres le seront un jour. WooDrive, Outscale, OVH Cloud, Scaleway, et des plus petits. Eh bien, c'est extrêmement réconfortant de voir qu'ils sont là, qu'ils se battent, et j'espère bien que l'État va continuer à être avec eux, de manière à ce qu'ils se développent. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de renoncement pour se dire non, mais tout ça, c'est mort. Tout ça, c'est... laissons ça à d'autres qui savent mieux le vendre, mieux le développer, et qui nous écrasent par leurs milliards, eh bien, c'est également très réconfortant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler avec ceux qui nous écrasent de leurs milliards, mais voilà, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas simple. Et je pense que dans cette période de crise, on a réussi à résister, et je tiens à saluer ces acteurs privés qui y mettent beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Avant de passer sur le futur, j'ajoute un petit mot, ça a déjà été un petit peu fait par Marc et Guillaume en introduction, mais profiter de cette tribune, la première depuis longtemps, pour rendre un hommage à des gens qui nous ont quittés trop tôt, véritablement trop tôt, à qui on n'a pas pu dire au revoir comme on aurait voulu. C'est une de deuil qui ne s'est pas forcément fait. J'en citais 4, il y en a sûrement beaucoup plus, mais 4 qui m'étaient proches. Le général Olivier Serra, qui a beaucoup fait pour la cybersécurité des armées, qui est parti trop tôt, très vite. Wilfried Guidalia, peut-être que tout le monde ne le connaît pas, mais il œuvrait au Forum des compétences. Très très tôt, il a porté un discours très, très fort pour dire vers le secteur financier, travaillez avec l'ANSSI. L'ANSSI, c'est vos amis, pour de vrai. Et je tiens vraiment à le remercier pour l'énergie qu'il a pu y mettre et l'efficacité que ça a eu dans le développement de notre coopération avec ce secteur qui est fondamental, évidemment. Jérôme Chape, de Greenbow. Jérôme Chape, il était ici sur scène avec nous régulièrement, avec son sourire, je ne sais pas comment il faisait pour toujours aussi heureux de vivre. Il nous manque. Pareil, c'est injuste. Et enfin, Stanislas de Maupeou, un ami qui a construit la capacité opérationnelle de l'ANSSI en des temps anciens. J'étais avec lui à l'époque, dans un autre domaine, en crypto. Pareil, parti trop tôt, et lui aussi nous manque. Et tout ça est particulièrement injuste. Voilà. Pas entrer dans le pathos, mais c'est l'occasion de penser à eux, et c'est important. Alors, plus positif peut-être. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je suis quand même assez satisfait de ce que l'on fait en France. Tous collectivement. Le terme collectif, c'est la thématique de ce FIC, peut-être une thématique un peu facile en apparence, mais qui est extrêmement profonde. Il n'y a pas de place sur un sujet aussi important pour une guerre des égaux. Il n'y a pas de place pour une dispersion. Il n'y a pas de place pour une concurrence entre les différents acteurs. Et je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On y veille, évidemment, parce que ça arrive vite, ces choses-là, mais il n'y a pas de place pour ça. Et ce que l'on fait au niveau étatique, au sein du C4, par exemple, avec nos amis des services, des GSE, des GSI, avec nos amis du ComCyber, côté militaire, de la DGA, à un niveau stratégique avec nos amis du Quai, de la justice, de Bercy. Bref, on a vraiment une chaîne étatique qui s'est mise en place, qui remonte au plus haut niveau, qui remonte en Conseil de défense. Et on peut parfois se plaindre de l'accélération exponentielle du nombre d'attaques. J'observe également une accélération exponentielle du nombre de conseils de défense où on parle de cyber. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. En tout cas, moi, personnellement, ça m'aide énormément à porter les choses. Et c'est très efficace.
Je tiens à saluer également les efforts faits par l'ensemble de la communauté, et notamment par ACIMA, par cybermalveillance.gouv.fr, qui fait un travail absolument remarquable, qui a une part importante à jouer dans la sécurité de nos concitoyens, de plein d'acteurs. Et le travail qu'ils font, je tiens à le saluer une fois de plus. Il est remarquable et il doit continuer. Et je vous appelle à continuer à les soutenir, voire à vous y engager dans ce qu'ils font, c'est absolument essentiel. Je parle du public ou du parapublic, mais évidemment la réalité, elle est privée. Elle est chez les prestataires, elle est chez les offreurs de solutions, elle est chez tous ceux qui sont dans le salon. Évidemment, vous allez les rencontrer. Ils sont essentiels. Et un seul exemple, dans toutes les opérations que l'on a à mener, et Dieu sait qu'il y en a, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait rien faire. Dans toutes les opérations, fussent-elles les plus critiques, il y a aujourd'hui systématiquement des prestataires de réponse à incidents, de remédiation, et il n'y en a pas assez. Il faut continuer à développer cette expertise, à développer en qualité et en quantité cette offre, parce qu'elle est absolument nécessaire. Et donc il n'y a pas de question de savoir si la cyber c'est un sujet public ou un sujet privé, c'est évidemment les deux. Si un des deux pendants est défaillant, ça ne fonctionnera pas. Autre élément de grande satisfaction, tout ce qui concerne les stratégies cyber. Et concrètement, ça se traduit notamment par quelqu'un de formidable, qui est William Leca, qui porte ces stratégies d'accélération cyber. Tout ça fait très technocratique, mais derrière, il y a de vraies idées, il y a une vraie ambition, il y a de l'argent, il faut le noter. Et donc William, au-delà de son rôle de grand protecteur du cochon tirelire, il faut parfois protéger le cochon tirelire, je trouve qu'il a une démarche absolument essentielle et particulièrement saine pour faire en sorte que cet argent il bénéficie réellement au développement cyber en France, durablement, et ce qu'il fait est remarquable. Donc allez voir, si ça floue pour vous, allez voir ce qu'il fait, c'est absolument essentiel. Et ça fera un lien avec ce que je dirais sur l'Europe après, puisque évidemment ce que l'on fait en France ne doit pas être purement franco-français et trouve un écho européen, notamment au travers du centre de compétences cyber, où William sera le représentant de la France. Autre élément de satisfaction, vous avez pensé que je suis très satisfait, mais bon, c'est pas interdit de se faire du bien. On a une opportunité qu'on aurait probablement souhaité éviter, si c'était à choisir, mais le fait c'est là. On a un plan de relance. On a de l'argent en ce moment, paradoxalement. On a une enveloppe de 136 millions qui a été confiée à l'ANSSI, pour de vrai. C'est du vrai argent. Et on entend bien le dépenser intelligemment, parce que ce n'est pas notre argent, c'est le vôtre, c'est celui des contribuables. Ça nous oblige. C'est une opportunité pour nous, c'est une très belle opportunité. Et dans les travaux menés, notamment au sein de l'ANSSI par Gwenaëlle Martinet, qui fait un travail là encore remarquable, eh bien, je pense que par le biais de ce plan de relance, on a le moyen de jouer les catalyseurs. On ne va pas résoudre les problèmes cyber de la France avec 136 millions. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas assez. C'est une évidence. Et ce n'est probablement pas à l'État de payer tout. Ça n'aurait pas de sens. Mais par ce biais-là, par ce coup de pouce, par cette impulsion que l'on peut donner, on a de très très beaux projets qui vont permettre, je l'espère, d'élever le niveau de sécurité dans la sphère publique là où c'est nécessaire. On pense évidemment aux collectivités locales, qui se sont fait largement attaquer. On pense évidemment aux hôpitaux, qui se sont fait largement attaquer. Mais s'ils se sont fait attaquer, c'est que c'est facile. C'est ça la vraie raison. Leur sécurité, elle n'est pas bonne. Je ne les critique pas en disant ça. Je fais un constat. Et donc, à nous de faire en sorte que cette sécurité, elle augmente. Et aujourd'hui, ils sont prêts à le faire, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une menace. C'est plus un délire de l'ANSSI, c'est une réalité. Et donc, par le biais des parcours de sécurité, que Gwenaëlle vous expliquera bien mieux que moi, par le biais de différentes initiatives, et notamment la construction de CERT, que ce soit au niveau régional ou au niveau sectoriel, eh bien, on va pouvoir concrètement augmenter cette sécurité et, je l'espère, donner des impulsions qui soient durables. Une fois encore, ça ne va pas être des feux de paille, tout ça. C'est certes, j'insiste là-dessus, j'ai écrit à tous les présidents de région, avant les élections régionales, pour leur proposer de penser la construction d'un centre opérationnel au niveau régional pour adresser les ETI, pour adresser les collectivités de taille moyenne, voilà, toute cette frange qui est mal traitée aujourd'hui, objectivement. Pour leur dire, ben voilà, moi, ce que je vous propose, on vous subventionne au départ, on met 1 million, voilà, pour lancer le truc, c'est beaucoup d'argent, 1 million. Ce ne sera pas suffisant dans la durée. On vous forme,
On vous intègre dans le réseau des CERT nationaux, où l'ANSSI a un rôle important à jouer, et vous prenez votre part de responsabilité qui est de faire en sorte que ça existe pour de vrai, que ça se développe et que ça réponde vraiment, que ça apporte une solution. Tous les présidents de conseils régionaux m'ont répondu oui. C'était avant les élections. Ils ont tous été réélus, j'en suis ravi. Donc maintenant, j'attends des actes. Et le président Bertrand y a fait écho et j'en suis ravi. Et d'autres font de même. Ça va être un beau succès. Pareil dans les CERT sectoriels. On a besoin de communautés qui s'organisent, qui ne comptent pas sur l'ANSSI, parce qu'ils seront déçus, parce que l'ANSSI ne pourra pas tout faire, ou sur d'autres, qui ont besoin de s'organiser. France Cyber Maritime, que j'avais rencontré lors du précédent FIC, comme quoi les choses vont finalement relativement vite. C'est une idée, c'était un concept encore à l'époque. Eh bien, France Cyber Maritime, c'est une organisation qui va porter le sujet cyber dans le monde maritime et qui va notamment héberger un CERT. Ils sont sur le salon. Ce sont de très belles initiatives et là encore, grâce au plan de relance, on pourra les soutenir moralement et en formation, mais également financièrement. On a de même dans le domaine de la santé, un CERT porté par l'ANS, l'Agence nationale de santé, de numérique en santé, pardon, qui fait de même, et on sera également ravis de les aider à croître et à s'intégrer dans ce domaine-là. Donc voilà, quelque chose de ce plan de relance, ça va nous aider concrètement à faire des choses nouvelles. Et puis enfin, le dernier sujet que je voulais mentionner, c'est celui du campus cyber. Le campus, c'est un rêve qui devient réalité. Quand je prendrai ma retraite, qui ne saurait tarder, je raconterai dans mes mémoires comment tout ça est né. Toujours un peu surprenant, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ce campus cyber, ça s'inspire de ce qui a été fait par d'autres. On pense bien sûr à Beersheba en Israël, Skolkovo, et puis d'autres démarches dans des pays divers et variés. C'est en fait très original, ça n'a jamais été fait en France, ça n'a jamais été fait ailleurs. C'est assez disruptif, j'aime pas ce terme parce qu'il est utilisateur et à travers, mais là c'est pour de vrai. Et le fait d'avoir ce campus cyber, ça va nous aider à travailler encore différemment. Parce qu'il ne faut pas rêver, même si on a tous des moyens supplémentaires, on n'aura jamais autant de moyens que les attaquants. Et donc, ce qu'il faut constamment penser, c'est nos méthodes de travail. Le campus, ça va être une manière de faire différemment des choses en plus. Et je tiens vraiment à saluer le travail incroyable mené par Michel Vandenberg et son équipe. Et au sein de son équipe notamment, certains qui sont passés par l'ANSSI, Yann, Faustine, Fabien, ils se reconnaîtront. Je loue leur engagement, leur pugnacité, parce que au quotidien, c'est pas triste, objectivement. Mais de fait, ça marche. De fait, ça va aboutir. Michel et Cédrico en parleront bien mieux que moi demain. C'est un très très beau succès qui s'annonce. Et maintenant, à nous de jouer, parce que le campus, c'est un écrin. C'est un endroit où on peut faire des choses. Maintenant, il faut faire ces choses. Quelques mots sur l'Europe maintenant. L'Europe, c'est un sujet, alors je ne vais pas du tout en parler d'un point de vue politique, ce n'est pas mon rôle, mais c'est un sujet qui est important et qui, en termes de calendrier, arrive à un moment où la France va prendre la présidence française du Conseil de l'Union européenne, si je ne me trompe pas, la fameuse PFUE, qui va être une opportunité réellement pour nous de continuer à donner de l'impulsion cyber à l'échelle européenne. Cette impulsion, elle existe déjà. On a déjà fait beaucoup de choses. Au niveau réglementaire, la directive Nice, c'est un vrai succès, à tel point qu'on va en faire une version 2, je vais y revenir. Le Cyber Act, le Cyber Security Act, on en avait beaucoup parlé, y compris ici, c'est un succès. Le fait d'avoir une ENISA forte, que je salue, le fait d'avoir une capacité à faire la certification au niveau européen, ça existe déjà. C'est en train d'être mis en place. Et ça fait sens. Parce que typiquement, ce sont des fonctions qui ont de sens qu'à l'échelle européenne. À l'échelle nationale, on est trop petit pour faire ça. À l'échelle européenne, dans un contexte de droit qui est commun, là, ça fait sens. Donc on a déjà fait beaucoup. On a déjà fait beaucoup également en termes de développement de capacité. Et si je devais dessiner ça de manière extrêmement simpliste, je dirais qu'il y a eu 3 phases. Première phase, chaque État membre développe ses propres capacités. Finalement, j'ai du mal à visualiser positivement l'image de la tortue romaine dont parlait Marc, mais c'est ça la bonne image. Il n'y a pas de bouclier européen. Il ne va pas y avoir une bulle qui va protéger un monde idyllique où tout le monde pourra juste développer du numérique fantastique sans se préoccuper des attaquants. Ça n'a pas de sens, ça. C'est chacun qui a un rôle à jouer pour protéger et faire en sorte que l'on soit collectivement le plus à l'abri possible de ces attaques. Et donc développer des capacités, c'est chacun qui développe son bouclier pour mettre au-dessus de sa tête, telle la tortue romaine. Bon, pays d'Astérix, c'est une image qui n'est pas forcément top, mais c'est ça, c'est vraiment ça le fond. Donc des capacités. Deuxième étape, on met ces capacités en réseau.
il y a un vrai succès, c'est le CSIRT Network. Voilà. Les CERT nationaux des différents États membres travaillent aujourd'hui ensemble. Et je ne parle pas d'un projet, je ne parle pas d'une utopie, je parle de la réalité quotidienne. C'est hyper positif. On a construit un réseau qui s'appelle Cyclone, avec mes homologues, pour être capable de se parler cyber à un niveau stratégique en cas d'attaque qui concerne l'Europe, et pas uniquement telle entreprise ou même tel État membre seul. Ça ne demande qu'à fonctionner. L'accueil est formidable. La troisième étape, c'est celle que l'on veut pousser pendant la présidence française de l'Union européenne, c'est celle de la solidarité. Solidarité, ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour aider un État membre qui demande de l'aide. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est pas qu'on n'en a pas la volonté. C'est pas qu'il y a une sorte d'égoïsme entre États membres. C'est juste qu'on ne sait pas faire. Tout ça doit s'organiser, doit se travailler. C'est ce qu'on va faire pendant la PFUE. Ce sujet de solidarité, vous allez en entendre parler. Et l'idée, c'est notamment de tester l'articulation entre le niveau technique, réseau de CSIRT, le niveau stratégique, Cyclone, et le niveau politique, et notamment au travers d'exercices et de travaux politiques. On va pousser cette idée-là pendant la PFUE. Et donc tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents à l'ENISA, il y a des gens intelligents à DG Connect, il y a des gens intelligents dans tous les États membres aujourd'hui. Et ce qui était encore quelque chose d'un peu fantasmé, voire de craint, il y a quelques années, aujourd'hui, ça devient quelque chose auquel on croit. J'étais en Slovénie encore la semaine dernière, avec mes homologues, avec certains d'entre vous. Ça devient une véritable réalité, tout ça. Et il y a un véritable enthousiasme qui commence à se dégager, ça c'est très positif. Des initiatives concrètes, il y en a d'autres, qui font le lien avec la sensibilisation, avec la formation. Ça a déjà été mentionné auparavant. C'est du concret, c'est pour ça que ça me plaît. Je cite notamment le challenge européen porté par l'ENISA, où des équipes de jeunes hackers, puisque c'est le terme consacré, dont une équipe française, vont s'affronter. Et ça, c'est bien. Donc ce sera à Prague, du 28 septembre au 1er octobre. J'encourage notre équipe, je compte sur eux. Le cybermois européen, c'est le mois d'octobre. Là encore, on va pouvoir avoir une occasion qui nous est offerte de parler de cybersécurité au plus grand nombre, et c'est essentiel. Et puis plein de travaux qui vont être menés, qui sont plus réglementaires, qui sont plus technocratiques peut-être, mais qui sont essentiels. Révision de la directive Nice. C'est un succès, donc on veut encore plus d'ambition. Il y a cette révision. Des travaux sur la sécurité des institutions européennes. C'est très techno là encore, mais c'est terriblement essentiel parce que ça va devenir notre talon d'Achille. Ça l'est peut-être déjà. Et puis voilà, un sujet cyber qui va être un marqueur de cette présidence française, et j'en suis absolument ravi. Dernier point que je voudrais mentionner, et puis on se donnera rendez-vous, on verra ce que ça donne dans un an. On travaille aujourd'hui étroitement sur des sujets de certification. C'est très technique, la certification, mais ça a des conséquences très importantes pour notre sécurité, pour le développement industriel, pour faire en sorte que ce bel écosystème qui est en train de se mettre en place en Europe, et qui est notamment porté par EXO, qui est vraiment la fédération de toutes ces énergies au niveau européen, et que je salue, eh bien, ces schémas de certification, ils sont absolument essentiels. Celui sur les produits de sécurité est quasiment prêt. Et je compte sur Philippe Blo pour finir de donner impulsion s'il y a besoin, avec son énergie légendaire. Il y en a d'autres qui vont venir, des schémas. Et je voudrais pointer juste, en conclusion, celui sur le cloud. On a un débat aujourd'hui sur qu'est-ce que l'on attend d'un service cloud en termes de sécurité. Ce débat, il n'est pas technique, il n'est pas opérationnel. On est assez d'accord sur les règles à appliquer pour dire qu'est-ce que c'est, d'un point de vue technique et opérationnel, qu'un bon service de cloud. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'on a fait en France avec Secnum Cloud. On a maintenant un choix politique à faire, qui est, si on le résume au maximum, pour les services certifiés au niveau le plus élevé, c'est-à-dire pour les services qui sont amenés à héberger des données, des processus critiques, réellement critiques, pour des acteurs européens, publics ou privés. Eh bien, au niveau élevé, est-ce que l'on exige que seul le droit européen s'applique, à l'exclusion de tout autre droit non européen? Suivez mon regard. Donc, est-ce qu'on a la force politique d'imposer ça? Ou bien, est-ce qu'on renonce? Ce sera un marqueur. Si on y arrive, eh bien, je reste très confiant sur la capacité, à moyen terme,
à développer une Europe de la sécurité numérique, une Europe qui prend son destin en main. Si on échoue là, moi je ne veux plus entendre parler de sécurité numérique, de souveraineté numérique à l'échelle européenne, ça restera des mots et des discours pour la beauté des discours. Donc suivez cette question ultra technique peut-être, mais elle est pour moi absolument essentielle. Donc là, notre destin, il est entre nos mains à l'échelle européenne avec ce point très précis. J'arrête là, je suis déjà probablement très en retard. Merci à tous, au plaisir de vous voir sur le stand de l'ANSSI, au plaisir de vous partager ces papiers numériques consacrés au sujet européen qui expriment un petit peu notre pensée sur ce sujet-là. Et puis surtout, pour rester dans le thème de ce FIC, vous redire que de toute manière, on doit jouer collectif, on joue déjà collectif aujourd'hui. C'est pas un choix, hein, c'est pas pour les idées, c'est juste que c'est une nécessité. Face à l'ampleur de la menace et aux moyens de ceux qui nous attaquent, si on n'est pas capable de jouer collectif, on perdra. Si on est capable de jouer collectif, tous les espoirs sont permis. Un grand merci et bon FIC.